Il y a une préparation à faire pour venir étudier au Canada. Il y a trois choses qui vont toujours revenir lorsqu'on va parler de résidence permanente. Le casier judiciaire, la santé et les finances. Si on est issu d'une famille modeste, que nos parents n'ont pas forcément de moyens, est-ce qu'on peut quand même aller au Canada? Les études coûtent excessivement cher. Par session, chaque 4 mois, mon père était obligé de payer quasiment 8 000 à 10 000 $ pour 4 mois. Et là, ça n'inclut pas le logement. Ça n'inclut pas la nourriture. Est-ce qu'il y a des domaines particuliers aujourd'hui, en 2025, pour lesquels il est spécialement intéressant d'aller étudier au Canada? Ici, les métiers qui, par exemple, qui ont donné beaucoup d'argent, c'est ce qu'on appelle des métiers manuels. Donc, quelqu'un qui vient faire des études comme chaudronnerie, ébénisterie, équipement lourd, plomberie, ce sont des gens qui gagnent excessivement bien leur vie. À quel moment et pourquoi peut intervenir le consultant réglementé? Quand vous recevez votre refus, c'est marqué, je ne suis pas convaincu que vous allez retourner dans votre pays d'origine. Oui, ça c'est la conclusion. Qu'est-ce qui a poussé l'agent à prendre cette décision? J'ai envie d'aller faire mes études au Canada à la rentrée de septembre. Qu'est-ce que je fais? Quand je fais quoi? La première chose déjà, c'est de... Pour répondre au mieux à vos questions et toujours vous fournir du contenu de qualité, aujourd'hui j'interroge Septime qui est consultant en immigration au Canada. Il a lui-même fait ses études au Canada, aujourd'hui il y vit, il y travaille. Pour tous ceux qui s'interrogent sur comment aller au Canada, où aller au Canada, pourquoi aller au Canada, quand est-ce qu'il faut commencer les démarches, etc. Cet épisode est pour vous, il n'est pas destiné qu'aux étudiants, qu'aux lycéens. Il est vraiment destiné à tous ceux qui souhaitent immigrer au Canada. Septime pourra répondre à toutes vos questions en commentaire. Bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes. Je commence par me présenter. Mon nom, en l'état civil, mon nom de famille, c'est Dodé, Dodde. Et mon premier prénom, c'est Tim, Septime, Alexandre. Donc, je suis d'origine ivoirienne et présentement, je vis au Canada où j'ai immigré depuis 2008. Donc, qui est devant vous? Donc, j'ai immigré au Canada en 2008. J'ai étudié à l'Université de Sherbrooke où j'ai fait un baccalauréat. Donc, ça correspond à peu près à un bac plus 3 dans le système français, donc comme une licence en économie. Ensuite, j'ai fait aussi une maîtrise en économie, toujours à l'Université de Sherbrooke au Canada. J'ai travaillé dans diverses entreprises et ensuite je suis retourné faire des études pour devenir consultant réglementé en immigration du Canada où j'ai obtenu le diplôme dans l'année 2020. Ensuite, j'ai passé les examens pour être autorisé par le gouvernement du Canada et du Québec où j'ai obtenu les autorisations en 2021. Donc, officiellement, depuis février 2021, je suis consultant réglementé en immigration au Canada. Donc, quelqu'un qui est reconnu par l'Ordre des consultants pour accompagner, conseiller, aider les personnes qui veulent immigrer de manière légale au Canada. Donc, voilà un peu qui je suis. Je suis père de famille, marié aussi. Et puis, je vis au Canada depuis 2008. Je suis bien. Donc, voilà un peu qui est Septime Alexandre Dodé. Tu insistes sur le volet réglementé. Ça veut dire que tu peux être consultant sans être réglementé? En général, le monde utilise le terme consultant pour tout. Coach sportif, consultant, consultant. Donc, au Canada, on parle de consultant réglementé. Justement, j'insiste sur réglementé parce qu'il y a un ordre de consultant. Nous sommes régis par des règles et par le gouvernement. Voilà pourquoi j'insiste sur réglementé parce que tout le monde utilise le terme consultant à tort et à travers. Donc, nous autres, on est vraiment régis par des règles. Donc, aujourd'hui, je peux être réglementé et demain ne plus être réglementé. C'est-à-dire simplement, je paie les autorisations du gouvernement parce que soit à cause d'une fraude, soit parce que j'ai arnaqué quelqu'un, soit j'ai pas payé mes cotisations, soit j'ai pas respecté les conditions. Donc, il y a plusieurs motifs qui peuvent faire, pardon, qu'on change de réglementé à non réglementé dans le fond. Ok, très bien. Bon, on va prendre un exemple très concret pour que ceux qui nous écoutent, principalement les étudiants, on va dire, puissent se reconnaître dans ce qu'on va dire là. Supposons que je sois en terminale, on est janvier 2025, et j'ai envie d'aller faire mes études au Canada à la rentrée de septembre. Qu'est-ce que je fais? Quand je fais quoi? Ok, merci déjà. C'est une très bonne question parce qu'il y a une préparation à faire pour venir étudier au Canada. Déjà, comme j'ai mentionné, je suis bien placé dans le sens où je suis venu comme étudiant, donc je suis déjà passé moi-même personnellement dans le processus avant de devenir consultant en immigration. La première chose déjà, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire comme
études. Donc, ça, c'est la première chose. Est-ce que je vais étudier comme ingénieur aérospatial, informaticien, comptable, hein? Déjà, il faut savoir ce qu'on veut faire. Ce qui est bien au Canada, c'est que même si on ne sait pas ce qu'on veut faire, il y a ce qu'on appelle le baccalauréat général, c'est-à-dire tu touches à tout. Donc, tu n'as pas une précision, tu n'as pas un programme bien précis, donc tu le fais et puis en fonction de l'évolution, tu pourras changer. C'est quelque chose qui existe aussi au Canada dans les universités. Donc, dans ton exemple que tu m'as donné, quelqu'un qui est en terminale, qui veut venir étudier au Canada, déjà, il faut savoir dans quel domaine tu veux étudier. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut connaître quel niveau d'études tu vas venir faire. Je sais Ah, très bien que tu m'as dit terminal. C'est juste qu'ici au Canada, le système scolaire est fait qu'on a ce qu'on appelle le cégep. C'est un peu comme le pré-universitaire. Après le secondaire 5, on ne peut pas aller directement à l'université. Après le secondaire 5, c'est soit on fait les pré-universitaires qu'on appelle le cégep ou des études de formation professionnelle. Après ces deux étapes, maintenant on peut aller à l'université. Par contre, les personnes qui viennent de l'international, donc ayant un baccalauréat, donc quelqu'un qui est en terminale, par exemple, comme vous me l'avez mentionné, qui passe l'examen, qui a son diplôme, qui a son bac, lui, il peut venir directement à l'université au Canada. Donc, c'est une possibilité. Comme il peut venir faire le cégep avant d'intégrer l'université. Comme il peut aller aussi faire des écoles de formation professionnelle. D'où ce que je disais, la première étape, c'est de savoir quel type de formation l'on veut faire. mhm, Une fois qu'on sait exactement qu'est-ce qu'on veut faire comme formation, maintenant on se met à la recherche de l'école qui peut disposer de cette formation-là. Le Canada, pour ceux qui ne savent pas, c'est le deuxième pays le plus grand au monde et c'est vraiment large et nous sommes considérés un peu comme les États-Unis, mais au Canada. C'est-à-dire, aux États-Unis, on parle des États qui forment les États-Unis, qui forment le pays au complet. Au Canada, on parle de provinces. Donc, on a le Canada qui est le pays et à l'intérieur du Canada, on a des provinces. Donc, les provinces, c'est un peu comme les États aux États-Unis. Pourquoi je parle de ça? C'est que lorsqu'on fait la recherche de l'école, il faut savoir dans quelle province on veut y aller. Au Canada, le Québec est une province francophone à 90%. Les autres provinces sont anglophones, sauf le Nouveau-Brunswick qui est bilingue et une partie de l'Ontario. Donc déjà, pour les étudiants francophones qui veulent venir, la majorité vont se diriger vers le Québec. Mais mhm, sachez qu'il y a d'autres écoles francophones dans les autres provinces. Donc, il y a mhm. ce choix-là aussi à faire. Et ce choix-là doit se faire en fonction de l'endroit où nous voulons aller. Je donne encore un exemple, c'est que moi, quand je suis venu personnellement, j'étais venu pour faire des études en économie. Donc, j'ai fait des recherches. Je suis venu à l'université de Sherbrooke. Pourquoi j'ai choisi Sherbrooke et non Montréal? Parce que Sherbrooke, déjà, c'était une ville étudiante. Donc, déjà, la distraction était très faible, voire quasiment nulle. Donc, quelqu'un qui vient aux études et qui veut aller étudier à Montréal, si ce n'est pas une personne bien structurée, ce sera compliqué parce que Montréal est une ville cosmopolite. Les tentations sont diverses et nombreuses. Versus quelqu'un qui vient à Trois-Rivières ou à Sherbrooke où il y a moins de tentations. Donc là aussi, il y a cette vérification-là faite et aussi il y a le coût de la vie. Un logement à Montréal va coûter 2 fois plus cher qu'un logement à Sherbrooke. Donc il y a cet aspect-là aussi à regarder. Et le plus important, il faut savoir qu'au Canada, les études coûtent excessivement cher. Encore une fois, je le dis, je suis passé par là. Je sais ce que mes parents ont payé comme scolarité. Et en plus, ça, c'était en 2008. En 2025, les prix ont encore augmenté. Donc, il faut avoir les ressources financières nécessaires pour pouvoir prétendre à venir étudier au Canada, peu importe le niveau d'études. Plus on augmente les niveaux d'études, plus ça coûte excessivement cher. Je sais que je donne beaucoup d'informations, mais il faut savoir, par exemple, au niveau de la gradation des études au Canada, à part le secondaire 5 qui correspond, si vous voulez, au baccalauréat en Côte d'Ivoire ou dans le système francophone, on a les écoles professionnelles, ensuite on a les cégeps et ensuite on a les universités. Et à l'intérieur des universités, on a le baccalauréat, la maîtrise, le doctorat. Donc plus notre niveau augmente, et plus les études coûtent cher. Ça va de pair, plus au moment du travail, ta rémunération salariale est aussi élevée.
Donc voilà à peu près quelques conseils. Je ne pourrais pas entrer trop en détail, mais ce sont quelques aspects à prendre en considération lorsqu'on veut venir étudier au Canada. Ok, super. Enfin, en vrai, là, tu as donné beaucoup de choses. Moi, il y a deux points sur lesquels j'aimerais un peu insister. Premier point, je suis en Côte d'Ivoire, je suis ivoirienne, donc francophone. J'aimerais aller au Canada et étudier dans une province anglophone. Qu'est-ce que j'ai à faire de plus par rapport à si je partais directement dans une université plutôt francophone? Ok. Qu'est-ce que j'ai à faire de plus déjà? Il y a deux niveaux en matière d'immigration. Le premier niveau, il faut que vous ayez d'abord une admission dans une école. Donc, que ce soit anglophone ou francophone, il faut faire une demande d'admission. Et chaque école, chaque université a ses critères d'admission. Je m'explique. Dans l'exemple que vous m'avez donné, comme je disais, si vous voulez venir étudier à l'université de Sherbrooke, par exemple, il faut que vous ayez obligatoirement le bac dans le système ivoirien. Alors que si vous voulez aller étudier, par exemple, à l'université de Trois-Rivières, ce n'est pas obligé d'avoir au préalable le bac. Donc, chaque université, chaque école a ses critères. Donc, dans le cas que vous m'avez donné, pour celui qui veut étudier dans une zone anglophone, premier critère, c'est d'avoir une admission, enfin des demandes d'admission. Les demandes d'admission, ça se fait directement auprès des universités ou des écoles que l'on veut fréquenter. Il y a dans chaque université, dans chaque école, des structures pour aider les étudiants internationaux, même si vous n'êtes pas encore sur le territoire canadien. Ensuite, avant d'entrer maintenant dans le domaine de l'immigration, mais à ce moment, il y aura des documents à fournir. Vous allez fournir un test linguistique pour montrer votre niveau d'anglais. Vous allez fournir la lettre d'admission, les preuves financières que vous êtes capable de payer vos études. Donc là, il y a une liste des affaires à fournir pour obtenir le visa. Ok. Deuxième question qui me trottait dans la tête, tu as mentionné le coût des études, pardon, qui est assez élevé au Canada. Comment on fait quand on n'a pas de moyens? Est-ce qu'il y a des partenariats particuliers? Est-ce qu'il y a des bourses? Oui, il existe des bourses, donc de diverses formes. Il y a des bourses de l'université elle-même, il y a des bourses des organismes partenaires des universités, il y a des bourses du gouvernement canadien, il y a des bourses des ambassades en fonction des filières. Donc oui, il existe plusieurs types de bourses. Et il y a même un site Internet affilié au gouvernement du Canada où on peut avoir tous les types de bourses qui existent. Mais ce n'est pas toutes les bourses qui se trouvent sur ce site-là. Il y a diverses bourses qui existent en fonction du programme d'études, en fonction du niveau d'études, en fonction du lieu d'habitation. Donc, tout ça, ça existe. Par contre, vous faites très attention. Ce n'est pas parce qu'on a une bourse que automatiquement, on va obtenir le visa. Donc, c'est deux choses vraiment complètement différentes. On a ce qui a trait à l'école et on a ce qui a trait à la demande de visa. C'est vraiment deux choses différentes à prendre en considération. Ok. À quel moment et pourquoi peut intervenir le consultant réglementé? Parfait. Donc là, on va rentrer un peu pour vous donner une explication bien claire. Déjà, il faut savoir que vous n'êtes pas obligé d'être accompagné par un consultant, ni un avocat, ni par quiconque. En matière d'immigration canadienne, on utilise des lois d'immigration. Donc, ce sont des lois qui sont appliquées à des programmes. Donc, on a des lois et des règlements à respecter. Selon la loi en matière d'immigration, toute personne peut s'occuper elle-même de son immigration si elle doit se faire accompagner par quelqu'un, tant et aussi longtemps que l'accompagnement se fait de manière gratuite, elle peut être accompagnée par n'importe qui, donc consultant ou pas consultant, peu importe. Tant aussi longtemps que ça se fait de manière gratuite. Du moment où le candidat ou la personne doit payer quelqu'un ou doit rémunérer quelqu'un, donc quelque manière que ce soit financièrement ou en donnant des biens, peu importe, il y a seulement trois corps de métier qui sont autorisés par le gouvernement canadien à accompagner, à conseiller, à aider ces personnes-là. On va parler des avocats, donc des avocats canadiens, pas les avocats hors du Canada, avocats canadiens. On va parler des notaires et on va parler des consultants réglementés en immigration. Pourquoi ces trois ordres de métier? Première chose, c'est que les personnes qui font partie de ces corps de métier-là
peuvent être retrouvés par le gouvernement du Canada. Donc, si jamais le candidat ou la personne se fait arnaquer, violenter, escroquer, mentir, mais elle a des recours juridiques contre ces personnes-là. Donc, même si vous êtes en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo, en France, peu importe où vous êtes, que le consultant ou l'avocat ou le notaire vous arnaque, ne pose pas votre dossier à temps ou vous crée préjudice, vous avez des moyens de recours contre ces personnes-là. Ensuite, toutes les personnes qui travaillent dans ces trois corps de métier, on a ce qu'on appelle un registre. Donc, vous avez les informations de ces personnes-là. Le nom, est-ce que ces personnes sont accréditées? Est-ce qu'elles sont toujours accréditées? Est-ce qu'elles sont suspendues, révoquées? Vous avez la liste de toute personne qui se dit, je suis consultant ou avocat du Canada. Vous partez sur le registre, vous pouvez retrouver ces personnes-là avec les bonnes informations. Je m'explique. Quelqu'un qui ne connaît pas M. Dodé Septime Alexandre, donc qui ne m'a jamais vu, qui me connaît juste de nom, et une tierce personne se fait passer pour moi, mais si vous partez sur le registre, vous allez avoir et ma photo, et mes coordonnées, et mon numéro de téléphone, et mon adresse, vous avez tout pour concorder avec ce que la personne vous dit. Je prends mon cas, mais c'est valable aussi pour les autres corps de métier. Vous avez toutes les informations, donc vous pouvez facilement retrouver. Donc, quelqu'un qui se fait passer par moi, bien entendu, il ne pourra pas vous donner mon numéro de téléphone, il va donner son numéro de téléphone. Mais si vous partez sur le registre, vous avez mon numéro de téléphone, mon adresse courriel, mon adresse de travail, vous avez toutes les informations sur moi. Donc, voici les avantages premiers. Ensuite, il faut savoir qu'en matière d'immigration, ce n'est pas parce que vous prenez un consultant, un avocat ou quelqu'un pour vous accompagner, cela vous garantit automatiquement d'avoir le visa. Non, ce n'est pas une garantie du tout, du tout. L'avantage, c'est que le consultant ou l'avocat ou le notaire, nous savons ce que nous faisons. Nous sommes formés pour, nous travaillons dedans depuis longtemps et vous avez la garantie que votre dossier est très bien constitué. Bien sûr, comme dans tout métier au monde, il y a des très bonnes personnes, des moyennes personnes et des personnes peu convenables. Donc, oui, vous pouvez avoir tombé sur un consultant qui est réglementé, qui est autorisé, mais de moralité douteuse. Vous pouvez tomber sur une personne qui est réglementée, qui est avocat, mais qui n'est pas efficace. C'est normal, ça arrive dans tout corps de métier. Il y a des pilotes qui sont bons, pas bons, moins bons. Donc, vous pouvez tomber sur des consultants bons, moins bons ou pas bons. Bon, vous avez l'avantage, même s'il n'est pas bon, étant donné qu'il est réglementé, c'est qu'il a réussi les examens, c'est qu'il est diplômé. Donc, vous êtes sûr au moins d'avoir une bonne base pour monter votre dossier. Mhm. Non, si vous tombez sur un consultant qui est bon ou excellent, à ce moment, vous êtes sûr d'avoir, de mettre le maximum de chances de votre côté. Ce sont les seules Voilà. plus-values à se faire accompagner par un consultant réglementé. En plus de ça, c'est sûr que s'il y a des recours, il y a des suivis, donc le consultant va faire ses suivis pour vous, il va faire des recours, il va s'assurer que le dossier fonctionne bien, il va jouer d'intermédiaire entre vous et le gouvernement. Donc, ça enlève un certain stress au client. Est-ce que j'ai bien fait le dossier? Est-ce que j'ai rempli le bon formulaire? Donc, ça enlève ce stress-là. Et ce stress-là est transféré sur le consultant qui, lui, vous l'avez payé pour ça, justement. S'assurer de faire le suivi. Et là, il y a une différence entre toutes compagnies. Moi, par exemple, dans ma compagnie à moi, bien entendu, moi, ce que je garantis à mes clients, c'est que si jamais il y a un échec, donc j'ai fait votre dossier, votre visa a été refusée, mais je reprends, donc je refais une deuxième demande, mais vous ne payez pas mes honoraires. Vous aurez à payer seulement les frais du gouvernement. Donc, la deuxième demande est à mes frais à moi en matière de mes honoraires, donc gratuitement. Mais les frais gouvernementaux comme les frais de visa, là, c'est au client de payer. Mais mes honoraires ne seront plus payés en double à ce moment-là. Ok. Et puis, je suppose que dans la mesure où le consultant a étudié pour cela, il connaît la réglementation canadienne, il est plus à même d'interpréter certaines réponses du gouvernement lorsque le visa est refusé, par exemple. Là, ça va dépendre d'un consultant à l'autre. On est formé pour comprendre, interpréter les décisions de refus ou d'acceptation, ou peu importe les communications avec le gouvernement. Nous sommes formés pour. Mais il y a des consultants qui sont bien formés, d'autres pas bien formés. Donc ça, je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais oui, la réponse est oui, nous sommes aptes à comprendre le pourquoi du refus et de pouvoir euh, faire changer la décision à notre faveur. Donc oui, Mhm. chez moi, oui, je le fais assez souvent et puis je gagne très assez souvent à ce niveau-là parce qu'il faut comprendre le pourquoi du refus. Il faut être capable de répondre adéquatement à ce niveau-là.
Parce que je suppose que les refus ne sont pas toujours justifiés par le gouvernement. Tu sais que tu n'as pas ton visa, mais tu sais pas toujours pourquoi, si? Il faut savoir déjà que lorsqu'on refuse, ce que le client reçoit, on donne les motifs de refus. Ce sont des motifs qui sont basés sur la loi. En général, il y a un motif que les gens ne savent pas, c'est une marque de manière générale. Nous ne sommes pas convaincus que vous allez retourner dans votre pays d'origine. Voici le motif de refus. Et là, en général, les gens ne savent pas ben, pourquoi. Non. Il faut savoir aussi, dans chaque dossier de demande, l'agent d'immigration est censé laisser des notes. C'est quoi les notes? Les notes sont dans le dossier du client. Les notes, c'est qu'est-ce qui a poussé l'agent à prendre cette décision. Donc, quand vous recevez votre refus, c'est marqué, je ne suis pas convaincu que vous allez retourner dans votre pays d'origine. Oui, ça, c'est la conclusion. Donc, c'est la conclusion de son analyse de votre dossier. Maintenant, qu'est-ce qui a poussé l'agent à prendre cette décision? Ça se trouve dans les notes. Il est obligé de justifier chaque décision dans le dossier du client. Puisque tous les agents le font, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui sont bons, pas bons, moins bons. Mais l'avantage, c'est que on a des recours pour avoir accès à ces notes du dossier-là Mhm. et refaire la demande. Et en général, c'est ce que moi je fais. Donc, quand j'ai un refus, je fais une demande d'accès aux notes du dossier, je lis, je comprends, j'interprète et je refais ma demande. Mhm. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, à chaque fois que je fais, je suis encore à 100% à ce niveau-là. Ok. Mes premières demandes, je ne suis pas à 100%, j'ai des acceptations, des refus. De manière générale, mon taux de réussite est compris entre 75 à 80%, donc j'ai en moyenne 20% d'échecs. Mais ces 20% là, lorsque je refais la demande, à 100%, elles sont acceptées. Parce que je Ok. prends justement le temps de vérifier, de regarder le pourquoi, du comment, et je refais la demande pour mes clients, justement avec les munitions, les armes que j'aurais prises à ce niveau-là. Ok, super, très très clair. À quel moment commence l'accompagnement avec le consultant réglementé et à quel moment il se termine? Cela varie d'une structure à l'autre. Donc, le début varie d'une structure à l'autre, mais la fin aussi varie d'une structure à l'autre. Par exemple, je donne toujours mon cas, moi, c'est ce que je connais, je ne vais pas parler des autres compagnies que je ne maîtrise pas. Moi, je commence toujours par ce qu'on appelle une consultation initiale. Toujours, toujours, quand je rencontre un client pour la première fois, je peux répondre de manière générale à toutes ces questions, mais pour l'accompagner, pour le guider, pour le conseiller, il nous faut obligatoirement faire une consultation initiale. La consultation initiale permet de déterminer le profil d'immigration du client. Quand je parle de profil d'immigration, c'est là qu'on va discuter. Pour les étudiants qui veulent venir étudier, ben, tu veux venir étudier en quoi? Mais pourquoi cette filière? Qu'est-ce qui te motive? Dans quelle ville? Est-ce que tu as de la famille? Donc, la consultation sert à ça. Connaître le dossier, voir le profil. Ensuite, en fonction de ça, en fonction de ces notes, lui dit, OK, oui, tu as le bac en Côte d'Ivoire, mais avec les notes que tu as, je te suggère d'aller faire d'abord le cégep avant de faire l'université. Ou avec les notes que tu as, ton niveau d'études, OK, tu peux aller faire directement l'université. Ou bien, il faut faire les études professionnelles. Tout ça, ça se passe pendant la consultation initiale. Donc, dès ce départ-là, nous, on vous prend en charge. Après la consultation initiale, vous n'êtes pas obligé de faire affaire avec nous. Vous pouvez faire la demande tout seul. Vous pouvez faire la demande avec un autre consultant, avec qui vous voulez. Ça, je parle de mon cabinet à moi. Mhm. Maintenant, si vous voulez qu'on fasse affaire ensemble, on signe un contrat. Donc, ce contrat vous engage, vous et nous. Et vous avez les termes qui sont mentionnés dans le contrat. Et là commence notre suivi. Donc, tout est mentionné là-dedans, donc de la demande d'admission jusqu'à l'obtention de votre visa. Et même en fonction de où vous allez, on offre souvent gratuitement les premiers services, c'est-à-dire aller vous chercher à l'aéroport, vous trouver un logement, vous installer. Mais ça va varier d'un endroit à l'autre parce que quelqu'un qui vit en Alberta, je ne peux pas fournir ce service. Moi, je suis basé à Québec, à Sherbrooke. Donc, je ne peux pas fournir ce service-là. Par contre, on vous met en contact avec des personnes, des structures qui offrent ce service-là. Donc voilà un peu comment nous, on prend dans mon cabinet à moi, comment on accompagne notre clientèle. Ok. Dans le processus, quelle est la différence entre un étudiant qui vient
du coup étudier au Canada et quelqu'un qui viendrait pour y travailler. Il y a quoi comme démarche exactement il y a quoi comme différence dans les démarches, hormis bien sûr la lettre d'admission, sans doute? Les différences sont assez grandes, déjà par la nature. Donc, un étudiant et un travailleur, c'est complètement différent. Bien sûr. Donc, les démarches sont différentes complètement. Au niveau des étudiants, en gros, rapidement, on a besoin d'abord d'une admission à l'école. Et en fonction de l'admission, si on est au Québec, on a besoin de ce qu'on appelle un CAQ, donc un certificat d'acceptation du Québec. Et lorsqu'on l'obtient, on fait la demande du visa. Si c'est hors de la province du Québec, on a la lettre d'admission et ensuite on fait la demande de visa. Bien sûr, pour la demande de visa, il y a des documents à fournir comme les photos, les passeports, les preuves financières, euh, les empreintes biométriques. Donc ça rentre dans ce qu'on appelle pour les étudiants. Pour les travailleurs, il y a deux grosses catégories à regarder. Il y a ce qu'on appelle les travailleurs temporaires et il y a les travailleurs qualifiés. En général, les travailleurs qualifiés, on utilise ce terme-là pour parler de ceux qui viennent avec la résidence permanente. Donc là, on va parler un peu plus de manière générale, expliquer c'est quoi la résidence permanente, la résidence temporaire. Donc, il faut savoir, au Canada, déjà, il y a deux statuts. Il n'y en a pas 1 million, il y en a deux grosses catégories. On a la catégorie des résidents permanents, la catégorie des résidents temporaires. Dans la catégorie des résidents permanents, il y a seulement deux types, les citoyens canadiens et les résidents permanents. Point final. Donc, les citoyens canadiens, c'est ceux qui sont canadiens, donc qui sont nés au Canada ou nés de parents eux-mêmes déjà canadiens. Donc, ça, ce sont les citoyens. Ensuite, on a les résidents permanents, que eux, ils viennent à travers des programmes de résidence permanente. Ensuite, on a ce qu'on appelle le statut temporaire. Le statut temporaire, c'est tous les autres. Étudiants, visiteurs, parrainage, travailleurs temporaires, tout cela, ils rentrent là-dedans. Donc, pour revenir à ta question, pour les travailleurs, on regarde, est-ce que vous pouvez venir avec la résidence permanente ou devenir comme travail étranger temporaire. La résidence permanente, il y a plusieurs programmes de résidence permanente. On s'assure que vous respectez les conditions. Si c'est le cas, on fait les demandes pour la résidence permanente. Pour les travailleurs temporaires, ben, c'est un peu comme pour les étudiants. C'est-à-dire, travailleurs temporaires, il faut avoir, comme pour les étudiants, mais pour les travailleurs temporaires, il faut avoir une offre d'emploi. Ok. Au niveau des étudiants, il faut avoir une aide d'admission, mais pour les travailleurs temporaires, il faut avoir une offre d'emploi. Et avec l'offre d'emploi, on fait les autres démarches administratives pour obtenir le visa. Donc voilà un Ok, peu très bien. succinctement les différents travailleurs étudiants. Si on arrive en tant qu'étudiant ou en tant que travailleur temporaire, à quel point c'est facile de passer à la résidence permanente? La facilité va dépendre de plusieurs facteurs. Déjà, étudiants, travailleurs, ce ne sont pas les mêmes voies. Pour les étudiants, il y a deux parties. Donc, il y a soit on fait un minimum d'heures, donc on parle de 1 800 heures d'études, qui correspond à peu près à 2 ans, voire 3 ans d'études. Donc, si on remplit cette condition-là, par la suite, on peut faire la demande de résidence permanente. Quelqu'un qui qui fait une formation de moins de 1 800 heures ne peut pas prétendre directement à la résidence permanente. Il y a une Ok, étape à faire avant la résidence permanente. Quelqu'un qui fait une formation de plus que 1 800 heures, à ce moment, après la formation, peut faire la demande pour la résidence permanente. Pour les travailleurs, c'est différent. Il faut travailler au minimum 12 mois ou 24 mois. Tout dépend de la province où l'on est. Après ça, on rentre dans l'un des programmes admissibles pour la demande de résidence permanente. Donc là encore, il y a des critères à respecter pour faire la demande de résidence permanente. Mais peu importe l'un ou l'autre étudiant ou travailleur, il y a trois choses qui vont toujours revenir lorsqu'on va parler de résidence permanente. Le casier judiciaire, la santé et les finances. Ça va toujours revenir. Et maintenant, on parle de plus en plus des tests linguistiques qui vont revenir. Donc, c'est des choses qui touchent n'importe quel type de programme d'immigration pour la résidence permanente. Donc, voilà un peu ce à quoi s'attendre pour faire la demande de résidence permanente. Il y a des programmes qui sont associés. Il faut savoir qu'en matière d'immigration au Canada, on parle toujours de programmes d'immigration. Ces programmes d'immigration-là sont basés sur des lois d'immigration, qui elles-mêmes sont mises en place par des règlements d'immigration. Donc, oui, quand on parle d'immigration, c'est vraiment des thèmes de loi qu'on utilise.
Tu as parlé de preuves financières. Donc, Oui. on a quoi comme document, comme preuve financière? Et en vrai, si on est issu d'une famille modeste, que nos parents n'ont pas forcément de moyens, est-ce qu'on peut quand même aller au Canada? Comment on fait? Oui, peu. Par contre, est-ce que le chemin sera facile? Non. Il faut savoir que l'immigration au Canada, dans tout ce que j'ai expliqué, ça s'appelle l'immigration économique. Le Canada ne veut pas accueillir des personnes qui ont des sources de problèmes pour eux. Voilà pourquoi j'ai parlé des trois domaines. La santé, donc quelqu'un qui a une santé fragile ou inadéquate va être refusé de venir au Canada. Quelqu'un qui a un casier judiciaire va être refusé. Et on parle des preuves financières, parce que les preuves financières, on ne veut pas que vous soyez une charge pour le Canada. Au contraire, on veut que vous veniez dépenser au Canada. C'est une situation modeste. Donc, elle peut venir avec des bourses. En général, les bourses du gouvernement. Parce qu'à ce moment-là, le garant financier, c'est le gouvernement. Jusqu'à preuve du contraire, le gouvernement a toujours une bonne situation financière. Donc, ça peut aider les personnes de ressources moindres ou modestes. Il y a aussi des bourses des écoles elles-mêmes. Donc, pour les personnes financièrement modestes, c'est d'aller chercher des bourses d'études, des bourses d'études, des bourses d'études. Souvent, ça me fait de la peine de le dire, mais malheureusement, c'est le cas. Surtout qu'aux études, comme j'ai mentionné, je suis venu comme étudiant international, je sais de quoi il s'agit. Il y a ce qu'on appelle les frais que tout le monde paye pour les études. Donc ça, c'est ce que payent les Canadiens. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des frais forfaitaires pour étrangers. Donc c'est un frais que tu payes parce que tu es étranger. Donc par exemple, moi, quand j'étais aux études, une session, une session, ça dure 4 mois. Donc, la session d'automne commence au mois de fin août, donc août, septembre, octobre, novembre. Donc, en général, c'est septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, une session de 4 mois. La scolarité réellement tourne autour de 1000 à 2000 dollars canadiens. Donc, ça, c'est ce que tout le monde paye pour les 4 mois. Mais parce que j'étais étudiant international, en plus de ces 2000-là, je payais ce qu'on appelle un frais forfaitaire pour étrangers qui s'élevait à 5000, souvent 6000 dollars. Donc, par session, chaque 4 mois, mon père était obligé de payer quasiment 8000 à 10 000 dollars pour 4 mois. Et là, ça n'inclut pas le logement, ça n'inclut pas la nourriture, ça n'inclut pas le transport. Donc, ce que je dis là, les 4000, les 5000 de frais forfaitaires pour étrangers, c'est de l'argent que vous donnez au gouvernement. Mhm. Donc, quand vous prenez un coup, deux coups, trois coups, 10 coups dans la même session, le frais forfaitaire, il est unique. Mhm. Donc, quelqu'un qui vient étudier et qui décide de faire un coup par session, mais c'est de Mhm. l'argent que tu vas gaspiller à chaque session. Tout à Donc, fait. c'est ça qu'il faut comprendre. Et ce montant forfaitaire pour étrangers, là, il varie. C'est pas le même montant lorsqu'on a la maîtrise, c'est pas le même montant lorsqu'on est au doctorat, c'est pas le même montant lorsqu'on est au cégep. Donc, ça varie. Plus le niveau est bas, plus ce montant est bas. Voilà un peu déjà pourquoi c'est pas donné pour des personnes qui n'ont pas de ressources financières. Ça, je préfère Mhm. être franc avec vous. Et ça, Mhm. c'est quand j'étais en 2008. En Mhm. 2005, ce montant a encore augmenté. Malheureusement, non, c'est la réalité. Là, on a parlé de venir faire ses études au Canada, donc venir dans une université ou dans une grande école. Qu'en est-il des stages? Moi, j'ai fait un baccalauréat en économie, j'avais zéro stage. Donc, c'est pas inclus dans mon cursus scolaire. Il y a des cursus scolaires comme en la comptabilité, où c'est fait en 3 années. La première année, c'est le cours, mais à partir de la deuxième, troisième année, c'est une séance. Donc, une session, 4 mois cours, une session stage. Donc, 4 mois cours, 4 mois stage. 4 mois cours, 4 mois stage. Et les stages sont cherchés par les universités parce que ça fait Hmm. partie de votre cursus. Et les D'accord. stages sont payés. Donc, on vous paye pour le stage aussi. Ok. Donc, ça, je parle des universités. Maintenant, les cégeps ou les collèges, dans leur cursus, il y a aussi des stages. Pour les écoles privées, par exemple, mais ce n'est pas l'école qui va chercher le stage pour vous. Donc là, ça se peut que vous trouvez un stage que vous n'êtes pas rémunéré. Voilà. Mais vous êtes obligé d'avoir un stage pour valider votre diplôme dans cette école privée-là.
Ce qui fait la différence avec les universités, c'est étatique, c'est le gouvernement, donc c'est qu'on vous trouver un stage. Quand je faisais, par exemple, encore une fois, ma maîtrise, mais j'ai fait ma première année, c'était les études, mais ma seconde année, c'était stage, cours, stage, cours. Donc, j'ai fait 2 sessions de stage où j'étais rémunéré. C'est l'école qui avait trouvé mon stage à ce moment-là. Donc, en matière de stage, voilà un peu comment ça diffère. Dans les écoles privées, c'est pas sûr que vous êtes rémunéré et souvent, c'est vous-même qui devez chercher le stage. Dans les universités ou les CG, par exemple, qui sont étatiques, à ce moment, c'est l'école même, l'université, qui vous trouve des stages. Ok. Est-ce qu'il y a des domaines particuliers aujourd'hui, en 2025, pour lesquels il est spécialement intéressant d'aller étudier au Canada? Je voudrais par expérience, déjà, il y a cette mentalité dans nos pays africains qui ici qui est complètement différente. Donc, ici, les métiers qui, par exemple, qui ont donné beaucoup d'argent, c'est ce qu'on appelle des métiers manuels. Donc, quelqu'un qui vient faire des études comme chaudronnerie, ce qu'on dit, par exemple, en Côte d'Ivoire, des soudeurs. Donc, quelqu'un qui vient faire de la chaudronnerie, ébénisterie, équipement lourd, Plomberie, plomberie, ce sont des gens qui gagnent excessivement bien leur vie. Excessivement. J'ai envoyé un plombier, ne serait-ce que venu travailler chez moi. Je le payais 100 dollars une heure de travail. 100 dollars, si vous voulez, c'est à peu près 45 000 francs CFA, une heure de travail. Et en général, ils vont te dire c'est minimum 3 heures. Donc, même si le travail qu'il vient faire va durer 45 minutes, tu vas le payer 3 heures. Tout ce qui est manuel, là, on paye bien. Mais il faut savoir aussi les métiers qui sont aussi bien payés. On a par exemple tout ce qui touche la médecine, la santé. Ils sont très bien payés. Les ingénieurs, ils sont excessivement bien payés. Donc, tous les domaines sont recherchés, mais vraiment tout ce qui est manuel. Là, on va parler surtout les ingénieurs. On va parler des chaudronniers, conducteurs de camions, de poids lourds. Parce que ici, c'est pas pareil avec nos différents temps, l'hiver, l'été, donc c'est pas vraiment évident pour la conduite. Donc, ce sont des métiers qui payent bien. Mais tous les métiers payent bien, mais hein, je vous dire ceux qui sont vraiment très bien payés. Le reste, c'est la moyenne. C'est sûr que moyennement, on est toujours bien payé au Canada, dans les pays de l'OCDE, comparativement à nos pays africains, malheureusement. Mais peu importe le type d'emploi que tu veux faire, au Canada, comme je disais, moi, avec mes clients en général, on va regarder aussi ce qu'on appelle le taux de placement, le taux d'embauche. Donc, mhm, par exemple, quelqu'un qui finit les études quand dans la dernière fois que j'ai regardé, c'était au niveau des chaudronniers, le taux d'embauche était de 100%. Quelqu'un qui finit de la comptabilité, on était au taux de 75% à 80% du taux d'embauche. Quelqu'un mhm, qui finit comme économiste comme moi, on était au taux de 60 à 65% du taux d'embauche. Donc, quelqu'un qui finit, il y a 65% de chances qu'il soit embauché. Mais quelqu'un mhm, qui finit, par exemple, comme médecin, c'est 100%. Donc, quand mhm, tu fais, mhm, souvent, même avant de terminer, on t'a déjà embauché. mhm, 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 Donc, mhm. il y a des métiers comme ça, on voit le taux d'embauche et puis ça nous aide aussi à orienter. Il faut savoir aussi qu'on a des structures d'orientation, donc on a des professionnels en orientation aussi au Canada. Ok, très bien. Bon, personnellement, on a fait un peu le tour des questions que j'avais. Est-ce qu'il y a un élément particulier que tu veux mentionner, que tu veux faire savoir? Est-ce que tu as un dernier mot? Oui, le dernier mot, c'est que toutes les personnes qui veulent immigrer au Canada, que ce soit étudiants, travailleurs, même visiteurs, la première chose, c'est de vous renseigner. Donc, beaucoup de personnes, beaucoup d'arnaques existent. Beaucoup, beaucoup, énormément, et j'en vois chaque jour. Vous avez le site officiel du gouvernement du Canada, donc www.canada.ca. Sur ce site, vous avez toutes les informations qui touchent le Canada. La difficulté de ce site, c'est que le site, il est lourd, comme je disais, c'est toutes les informations du Canada. Donc, c'est pas juste l'immigration, c'est vraiment toutes les informations. Quelqu'un qui veut chercher un emploi au Canada, c'est sur ce site-là qu'il va trouver. Il faut savoir naviguer dans ce site, savoir ce qu'on cherche. Si vous ne savez pas où aller, il y a toujours une petite loupe recherche. Vous mettez votre question littéralement. Je cherche un permis de travail. Là, vous mettez la phrase que vous cherchez comme dans Google, sauf que c'est sur le site du Canada. Vous aurez les liens des réponses à vos questions. Ensuite, si vous n'êtes pas à l'aise, allez toujours chercher un consultant réglementé de préférence pour vous accompagner. Oui, certains coûtent cher, d'autres coûtent moins cher. Chacun met son prix. Par contre, mieux vaut bien vous faire accompagner dès le départ
pour éviter de l'arnaque, pour éviter de dépenser. Ensuite, très, très, très important, enlevez de votre tête la rapidité. Je vais aller au Canada le mois prochain, je vais aller dans 3 mois. Levez cette histoire de rapidité. Ce n'est pas rapide venir au Canada. Là, on est en janvier, mais on parle de la session qui va commencer au mois d'août. Les délais, 15 mars. Après 15 mars, il n'y a plus d'admission. Il y a certaines écoles appelées hier qui n'ont plus de place pour la session d'automne. Il faut attendre janvier prochain. Donc, 1 an d'avance. Il faut se prendre d'avance. Quelqu'un qui vous dit aller au Canada en moins de 3 mois, c'est de l'arnaque. Tout simplement, les délais de traitement sont longs. Le seul délai de traitement qui est assez rapide, ce sont les demandes de super visa, qu'on appelle des visas pour parents, grands-parents. Le super visa sont les délais de traitement de 4 semaines, de 1 mois. Ça, c'est très rapide. Toutes les autres demandes, étudiants, travailleurs, les autres demandes, c'est pas moins de 3 mois. Quelqu'un qui vous dit moins de 3 mois, sachez déjà que c'est de l'arnaque. Vérifiez, vous assurez de l'authenticité, de la véracité des personnes qui vous accompagnent vers votre immigration, vers le Canada. Il y a toujours des personnes qui sont spécialisées dans l'un ou l'autre. Bon, faites attention aux arnaques, il y en a beaucoup partout. Et puis soyez prudents, faites vos recherches. Super. Merci beaucoup, Septime, pour ta Merci. Et masterclass sur l'immigration au oui, Canada. à titre promotionnel, ma compagnie, c'est 7 Immigration, service conseil en immigration. J'ai ma page Facebook, donc 7 Immigration, donc Septime comme mon prénom, Septimigration. Donc, vous avez ma page Facebook, je donne beaucoup d'informations, des vidéos gratuitement. Mon numéro de téléphone, c'est dans le +1, l'indicateur du Canada, 819 919 4544. Je suis joignable, appel direct, WhatsApp aussi sur ce numéro-là. Mes bureaux, j'en ai un au Canada, au 455 rue King West à Sherbrooke. Et j'en ai un à Abidjan, à Cocody, Engrais Djorogobité 1. Pas loin de chez Misawi, ça s'appelle Carrefour Docteur. Donc, c'est dans ce secteur-là. J'ai mes bureaux qui sont effectifs à ce niveau-là. Le numéro d'Abidjan, c'est dans le 07, donc plus 225 07 07 87 79 56, qui est un appel direct aussi ou via WhatsApp. Donc, c'est un peu de publicité aussi pour Bien ceux sûr. qui sont accompagnés. Donc, je reste disponible et disposé et donnez-nous un délai de 24 à 72 heures pour vous répondre tout simplement parce qu'on a une grosse clientèle là. Super. Bah, de toute façon, toutes les informations seront mises en description de la vidéo, les liens sécurisés hein, pour Bien se sûr. renseigner que Septime a partagé, ainsi que ses coordonnées. Il est consultant réglementé. Si vous avez besoin d'informations, de contacts, d'accompagnement, vous pouvez aller le voir ou aller en voir un autre. Mais bon, voilà, vous en avez un, donc profitez-en. Merci beaucoup et puis on se dit à très bientôt. Ne vous en faites pas. Oui, pour ceux que je pose la question, c'est ma petite sœur. Oui, effectivement, il n'y a pas de problème. C'est le même nom de famille. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode sur l'immigration au Canada. Vous n'hésitez pas à poser vos questions comme d'habitude en commentaire. Vous avez la boîte à questions pour poser une question à notre prochaine invitée sur Grande Sœur. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode sur YouTube ou à tout de suite sur Instagram où vous pouvez participer à la vie de la communauté. Je vous dis bonne journée ou bonne soirée. À très vite.